L'association des amis de Pierre Gripari présente Conversation sur Pierre Gripari avec l'illustrateur pour la jeunesse, Philippe Dumas. Dans les dossiers H Pierre Gripari, publiés aux éditions L'Âge d'Homme, Philippe Dumas raconte dans un article illustré intitulé Voyage surprise sa rencontre avec Pierre Gripari au début des années 80. La perspective était flatteuse, écrit-il. 3 semaines au soleil et au frais de la princesse comme hôte d'honneur du grand festival du livre de l'île de la Réunion. Cet entretien, enregistré le 22 septembre 2022 au domicile de l'illustrateur pour la jeunesse, est le récit détaillé de ce voyage fait il y a déjà plus de 40 ans. Philippe Dumas se remémore pour nous sa tournée sur l'île de la Réunion et des écoles avec un écrivain qu'il connaissait à peine et qui détonnait par son apparence, ses attitudes, ses remarques et ses conversations. Gripari tranchait dans son imperméable couleur muraille, serré à la taille par une ficelle. 2 sacs plastiques, un rouge à la main droite, un jaune à la main gauche, composaient son bagage. Son pantalon trop court permettait d'admirer ses tennis neufs. Pierre Gripari et Philippe Dumas se reverront à plusieurs reprises après ce voyage. L'écrivain viendra dîner dans la pièce même où fut enregistré cet entretien. Leur collaboration donnera lieu à l'illustration de 3 pièces pour la jeunesse de Pierre Gripari. Inspecteur Toutou, Crack dans le sac et Texas Jim ou le Cowboy Triste, publié aux éditions L'École des loisirs. Aujourd'hui, Philippe Dumas continue d'écrire des histoires qu'il illustre en plus de consacrer du temps à la peinture. Place maintenant à notre entretien. Philippe Dumas, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. Alors, la première question que j'ai à vous poser est la suivante. Quelle a été votre première rencontre avec Pierre Gripari ? Alors, je vais vous raconter ce que je viens de vous raconter. Oui, c'est pas grave, hein, vous pouvez vous répéter. Première rencontre, je l'ai connu avant de le rencontrer, parce que je l'ai connu quand j'avais proposé ces textes à l'éditeur L'École des loisirs. Et finalement, ça a marché, on a fait des choses ensemble. On s'était simplement parlé au téléphone ou des trucs comme ça. Je l'ai rencontré pour un fameux voyage à La Réunion. Et ce voyage a été une découverte parce que Gripari est un espèce de numéro extraordinaire. Et je vous ai, enfin, je ne veux pas dire ça, mais enfin, j'ai évité. Et j'ai eu la chance d'éviter le voyage complet sur le siège à côté de Pierre Gripari, parce que à l'époque, il était venu comme tout costume avec il avait un pantalon et il avait sans doute une chemise. Mais sinon, ses bagages étaient un petit sac de plastique dans lequel il avait mis sans doute pas sa brosse à dents. Je ne sais pas vraiment. Enfin, c'était un numéro incroyable. Et donc, enfin, je vous redis ce que j'ai raconté, mais ça a été important. Ma première conversation avec lui, c'était d'abord on est arrivé dans le même hôtel, mais le lendemain matin, dis-moi mon grand, est-ce que tu aurais un savon? Parce que j'ai beaucoup transpiré dans l'avion et pour ne pas trop fatiguer ma peau, je ne prends pas de savon. Alors, je lui ai passé un savon et effectivement, il en avait besoin. Bon, voilà ma première rencontre. Et après, nous nous sommes retrouvés donc, dans un organisme qui s'appelait je sais pas quoi, la Réunion, ONJ, je crois, Organisation Mouvement Jeunesse, enfin, avec des tas de gens qui étaient passionnés par les livres pour la jeunesse. Et il y avait différentes personnes, dont une conteuse, donc, qui a été la victime de Gripari d'un bout à l'autre de la peau. Et Gripari a été la figure marquante du voyage. Et on avait chacun un chauffeur en voiture, le matin on commençait tôt, et on allait dans les écoles. On était seuls, on avait chacun une voiture, et on a été dans des coins de l'île, et on allait
surtout à l'époque, on allait voir ce qu'on appelait les petits blancs. Les petits blancs, c'est les gens qui vivent dans la montagne, qui sont tous, qui n'ont pas l'air du tout de blanc, hein, ils sont assez négroïdes, et un peu dégénérés, les pauvres, autant avec le mélange des races, sur le bord, là, autour de la mer, on voit que des beautés, c'est magnifique, hein, alors ça ressemble un peu au Brésil, enfin, il y a beaucoup de mélanges avec des Indiens, des Noirs, enfin, là, pas du tout, c'était plutôt des enfants un peu dégénérés, et, et alors on se retrouvait dans une école à parler avec un petit instituteur, enfin, très rapidement, Gripari a dit, écoute, moi je m'embête, on va faire les choses ensemble, si tu veux bien. Donc, on s'est baladé ensemble, et ce qui nous permettait de bavarder quand on était en bagnole, et puis arrivé dans les classes, ça c'est devenu des rigolades complètes en particulier, je me souviens d'un truc, j'avais fait un livre qui était un livre à ne pas montrer aux grandes personnes. C'était le répertoire de toutes les petites blagues un peu scatologiques et tout ça que les enfants se disent. Bon. Et alors, je n'avais pas parlé de ce livre-là, mais je parlais aux enfants, il y avait Gripari au fond de la classe, et puis d'un coup il dit je vous fais remarquer que mon cher confrère est l'auteur d'un petit livre qui s'appelle Les Comptines coquines. Je vous en lis quelques-unes. Alors, il y avait là le directeur de l'école, tous les professeurs, tous en cravate, vraiment sérieux. Ça a été les enfants, un espèce de fou rire, ont commencé à se marrer. À ce moment-là, il y a certains professeurs aussi qui rigolaient, puis le directeur qui s'est levé pour dire « Mais attendez, j'en connais une, moi !» Et un truc absolument épouvantable. Moi, c'était une grande marade. Et vous avez fait donc ce voyage à l'île de la Réunion dans quel cadre pour présenter des livres? Qu'est-ce que vous faisiez dans ces écoles en particulier? Gripari, lui, était passionné de contes russes et de mémoire, racontait des histoires de Tchekhov ou de contes d'une façon merveilleuse, et il captivait son auditoire. Il le captivait tellement, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la pauvre conteuse là, qui devant un jour dans un grand théâtre, vraiment dans la capitale, qui commence à raconter son truc, et puis Gripari la reprend. Oui, c'est une très bonne histoire parce que... Et puis toute la salle s'est tournée vers lui parce qu'il était beaucoup plus intéressant que la conférencière sur la tribune et qui faisait un peu la tête. On a fait des choses avec là-bas. On a aussi le chauffeur, parce qu'on avait un chauffeur qui nous trimballait dans l'île. Le chauffeur nous a dit ça vous intéresserait, je connais une dame remarquable qui fait des guérisons, ça vous intéresserait d'aller voir et tout? Alors, pourquoi pas? Alors on part un soir et on arrive vers 10 heures du soir à un endroit, je ne pourrais pas vous dire exactement où c'était, mais on avait roulé dans une salle noire de monde. Nous étions les deux seuls blancs là, donc injustice totale. Immédiatement tout le monde s'est effacé pour nous mettre au premier rang. On s'est retrouvé au premier rang devant une dame en robe du soir qui faisait des exorcismes. Et alors on lui amenait différents malades qu'elle guérissait, soi-disant, devant la foule. D'accord. Et ça a été c'était atroce. C'était vraiment assez pénible. On a apporté une petite fille qui devait avoir 14 ans, qui travaillait mal à l'école, donc elle était sur un brancard, elle était arrivée sur un brancard, elle était toute maigre,
Et elle, et sur le bancal, elle était dans une sorte de boîte. Boîte ressemblait presque à un cercueil. Hein. Et elle est arrivée là, et ses parents ont dit oui, elle travaille mal à l'école, elle ne veut plus manger. Tout. Tu veux pas manger, attends, etc. Et elle commence, cette dame en robe du soir, je la vois encore, une robe du soir mauve, un peu en polyester mauve, et elle avait un énorme crucifix. Et elle commence à dire, et puis paf, un bon coup sur le genou, et la fille fait Satan, tu veux, je vais te faire mal, Satan, paf, et d'autres coups, bing. Enfin, c'était pénible, on était à 2 mètres de là, on voyait cette pauvre fille avec les parents qui étaient là, et Gris Paris, oui, c'est intéressant, oui, tout à fait savourant le spectacle. Le spectacle, c'était assez et puis alors après, il est allé la féliciter, et alors il avait une veste comme ça un peu élargie, et puis elle lui a fait un attouchement, une espèce de massage. Je crois que je l'ai dessiné. Là. Oui, absolument, vous l'avez dessiné dans les dossiers. Dans une position. Et il était... Enfin, il a stupéfait le monde, mais il s'en est tiré, il s'en est bien tiré, hein, ouais. Parce que les gens se sont aperçus tout de même qu'il était c'était une personnalité. Il y a une phrase d'ailleurs que j'ai relevée hier en relisant l'article que vous aviez écrit qui s'appelle Voyage surprise, oui. Qu'on peut lire dans les dossiers H aux éditions L'Âge d'Homme, publié en 2001. Cette phrase, la voici. Alors, vous avez écrit « L'érudition, la passion et l'émotion qui l'animaient quand il parlait de Mozart, de la littérature russe, de Dickens, d'Apulée ou de la détresse des homosexuels balayaient vite les griefs et les agacements que vous pouviez avoir accumulés contre lui. » Ça rejoint un petit peu ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire qu'on lui pardonnait facilement. Exactement ça. Oui, parce qu'il ne cachait rien, hein, vraiment. Ouais. Il était comme ça, presque féminin. Mais il avait aussi une sensibilité particulière. C'était... oui. Et puis une intelligence. Et une intelligence. Une indépendance et tout. Alors, avec des trucs totalement impossibles. Il était systématiquement, moi je suis protestant, enfin, oui. Alors, les protestants, oh là là là, enfin c'était bon, les juifs, oh là là là, bon. Oui, les religions, c'était pas son truc. Alors, c'était terrible, et c'était la raison pour laquelle il n'aimait pas les protestants, c'est parce que son éditeur était, le premier éditeur qu'il a eu était protestant, et puis c'était l'oncle ou le neveu de Pierre Freinet. Je voulais revenir aussi sur un autre passage que vous aviez écrit dans cet article. Vous parlez d'un cours de littérature qu'il a donné dans ce même voyage en terminale, dans un lycée. Et vous dites que c'était un cours qui était digne de la Sorbonne. Alors on s'entend la Sorbonne d'avant, pas la Sorbonne de maintenant. Cuistrerie en moins, alors ça j'ai adoré. On peut dire que c'était un homme érudit. J'aimerais connaître les conversations que vous aviez avec lui. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'Alain Pocard, avec qui j'ai fait un entretien il n'y a pas très longtemps, et qui me disait que ces conversations portaient essentiellement sur la littérature et la politique. Vous, c'était sur quoi? Non, la politique, non, pas du tout. On a parlé, moi je lui ai parlé de peinture. Ouais. Il n'était pas tellement branché. Mais c'est vrai qu'il en parle peu dans son œuvre, la peinture. Il m'a écouté avec intérêt. Je lui soutenais que c'était l'art magistral, ce qu'il y avait de plus dur, de mieux au monde. L'art majeur. Oui. Et bon, je ne sais pas si je l'ai convaincu. Voilà. Ce cours digne de la Sorbonne, je n'en ai plus du tout souvenir. Ouais. Ça remonte à un certain temps. Bah oui, parce que votre voyage, c'était quand, 1980, c'est ça? Peut-être bien, oui. Donc ça fait déjà, ça fait plus de 40 ans, effectivement.
ensuite, après, on ne sait pas tellement. Donc, il est venu quelquefois ici. Je voulais raconter un dîner où il avait appelé ma femme, qui était jeune et jolie, maman. Ça lui avait pas tellement merci maman. Et il tendait son assiette pour recevoir un peu plus de soupe. S'il te plaît, maman. Voilà. Et puis après, on est parti, je crois, vivre en Normandie, à la campagne. Donc, il avait proposé un texte, je ne sais pas lequel, à un autre texan à l'école des loisirs. Donc, il s'était adressé directement à Arthur Hubschmidt, qui était le directeur littéraire. D'accord. Et qui en avait gardé un souvenir un peu douloureux, parce qu'il était venu le voir à 10 h du matin, et Gripari l'a installé sur un petit tabouret, lui-même dans sa chambre, lui-même sur le bord du lit, et a commencé la lecture. Et jusqu'à 1 heure, ou peut-être même plus, il lui a lu tout le livre. D'accord. Et alors, il dansait un peu d'une fesse sur l'autre, Oui. sur son tabouret. Ça devait être dans son studio au 48 Oui, rue de la Folie Méricourt. Voilà. Par rapport à l'ameublement, moi j'y suis jamais ça, allé, mais c'est ce qui m'a été. C'était pas des fauteuils club. Hein. Voilà, c'est ça. C'était très, très spartiate, très sommaire. Dans l'article, vous parlez aussi de quelque chose qui m'a beaucoup fait rire quand vous parlez Gripari, et c'est là qu'on voit, c'est l'illustrateur qui parle en fait. Vous parlez d'une tête de corvidé sur corps d'ours. Vous vous souvenez de ça? Non, vous vous souvenez pas? Et vous l'avez dessiné, donc le corvidé c'est un oiseau, hein, avec ses lunettes, et vous dites même qu'il avait des yeux un peu globuleux comme Jean-Paul Sartre. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, il était pas. Alors il était habillé. Il avait une casquette, une genre casquette de marin ou un truc comme ça. C'est peut-être le chauffeur qui lui avait filé ça, Oui. Pour se protéger du soleil. Oui, parce qu'il est... Non, mais il est venu vraiment avec rien. Ouais. Il est venu. C'est tout de même au point de vue austérité, c'est tout de même pas mal de partir pour. C'était 15 jours. C'était 3 semaines. Enfin, vous dites 3 semaines. C'est ça. Ça doit être partir 3 semaines avec strictement rien, ni affaire de toilette, ni linge de rechange. Oui, il n'y avait même pas le strict minimum. Non. Oui. Comment vous l'expliquez? Ça faisait partie de sa personnalité, ou il s'en fichait? Il s'en fichait, c'était, je sais pas, c'était au fond... ouais. On le voit quand dans les dessins que vous avez faits, on le voit descendre de l'avion, donc Air France, avec 2 sacs plastiques. C'est ça, oui. Et puis rien d'autre, quoi. Même pas une brosse à dents. Et c'est particulier, là, c'est vraiment c'est même plus le moine soldat, là. Mais je vous dis, il a fait l'admiration de tous, hein, parce qu'au début, il a été accueilli, je sais que c'est Olybrius, hein, et puis il a fait l'admiration de tous. Avant nous, parce que à La Réunion, ils invitaient chaque année des auteurs. Et alors il y avait un auteur qui faisait du cinéma, qui a fait pas mal de contes, qui a travaillé avec la Nouvelle Vague. J'ai oublié son nom. Un petit peu assez ami de Godard, de tout ça. De Truffaut, etc. Oui, un nom connu. C'était. Alors, lui, après, on a su l'hôtel où nous étions. Lui, il avait dit: oh, mais non, je ne reste pas dans un hôtel comme ça. Non. Et il est allé de lui-même dans l'hôtel 4 étoiles de Lille, où il s'est installé. D'accord. Alors après, on nous a dit: ah ouais, vous êtes plus gentil, parce que là, avant, c'était le scandale. C'était un autre style.
À la fin de ce texte, ça a marqué beaucoup de Gripariens, dont moi-même. Vous parlez de cadeaux donnés par Gripari au premier vagabond croisé. Vous savez, à la fin de ce voyage, on vous a offert, je sais pas, des boîtes de chocolat, des C'est ça. bouteilles de vin, Ouais, etc. Et Gripari s'est débarrassé de tout. Quand tout de il est suite. monté dans l'avion, il est remonté aussi léger que quand il était venu. Exactement. Comment vous l'expliquez? Ouais, C'est incroyable ça. Ben, ça, c'est lui. Hein. Ouais. C'est tout de même. Ouais. C'est parti. Et d'ailleurs, vous l'avez dessiné en train de donner les cadeaux au premier vagabond qu'il a croisé. Quel livre de Gripari est-ce que vous avez illustré? J'ai illustré Texas Jim. D'accord. Et des petites pièces pour marionnettes. Oui, ça doit être Crack dans le sac. C'est Voilà. ça? Ouais, d'accord. Je crois que c'est tout. Et Texas Jim, ça doit être aux éditions Castor Poche. À l'école des loisirs. L'école des loisirs, ouais, d'accord. Alors, moi, il me connaissait. Il m'a tout de suite dit ah, je te connais, j'admire beaucoup. Et ce qu'il admirait beaucoup, c'est une histoire que dans le livre, un livre de Paulan, où il raconte que son grand-père le faisait souffrir en lui racontant une histoire qui était la suivante. Dans les montagnes de Calabre, les bandits étaient réunis. Bojo, qui était beau parleur, leur tint à peu près ce langage, je vous le dis très mal. Hein. Non, mais allez-y. Et comment ça l'histoire? Dans les montagnes de Calabre, les bandits étaient réunis, etc. Bon, c'est toujours la même histoire, si vous voulez, qui se mange la queue. Hein. D'accord. Bon. Et alors, je l'ai illustré, cette histoire-là, c'est-à-dire que j'ai fait les bandits en Calabre, puis ensuite je les ai transformés en ours, puis je les ai transformés, à la fin c'est des martiens, c'est toujours la même histoire qui raconte, mais dans des lieux différents, avec des personnages différents. D'accord. Vous voyez bon. Et ça tourne en rond, et à la fin, je reprends l'histoire du début, avec les dessins du début. Et alors, il avait trouvé ça formidable. Oh là là, formidable. Comment t'as pu arriver à faire ça, là, vraiment? Donc c'était pas de moi, hein, c'était le grand-père de Paulan. Mais j'ai eu ça 2 fois. Des gens qui m'ont donné une grande admiration. J'ai eu ça une fois pour Sampé. J'ai rencontré Sampé à France Culture, et était vachement sympa parce que lui c'était très connu, moi pas du tout connu, et toutes les 2 minutes il disait ah mais j'ai mon ami à côté, enfin c'était l'émission il y a longtemps avec Vrigny, c'était une émission très littéraire, sérieuse quoi, et alors Sampé me dit il faut absolument je veux vous parler, hein, parce que vraiment, là vous m'épatez, hein, vraiment, je vous trouve extraordinaire. Moi, j'étais tout content, tout fier. Oui, alors on va dans un café et il redit, vraiment chapeau, hein, comment vous êtes arrivé à trouver un éditeur avec ce que vous avez fait? Ah oui. Ah, parce que dis donc, votre livre, vous bien reconnaissez, c'était invendable. Hein. Il avait raison. Vous êtes arrivé à sortir, mais vous êtes vraiment fort. Hein. C'est ce qu'on a reproché longtemps à Gripari aussi, c'est d'être impubliable, hein, d'être invendable. Ouais. C'est marrant. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez vu Pierre Gripari? Non. Non. D'accord. Non. Je l'ai peut-être revu à un salon du livre ou un truc comme ça, enfin, mais la dernière fois où vraiment non, c'était un dîner ici. D'accord. Que vous avez, après ce voyage, vous avez quand même gardé quelques contacts avec lui? Oui, m'a envoyé des livres, mais sa mort a été très brutale. Hein. Ouais. Donc, je pense que on aurait très bien pu faire des choses ensemble. Hein. Je crois que moi, ça m'aurait plu.
Et bon. Après, et puis moi j'aime beaucoup Jean Dutour. Après, il y a Dutour qui a reconnu en lui un écrivain. Oui, j'ai une citation de lui. En fait, Jean Dutour disait que Gripari est un écrivain ignoré Oui, aujourd'hui. oui, oui. Enfin, il est resté de son vivant ignoré, et puis finalement, après sa mort, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est encore C'est certain. C'est ignoré. certain. Il est connu pour les contes de la rue Broca, Oui. mais ouais. Tout le reste, malheureusement, n'est pas. Non seulement ça n'est plus lu, mais en plus ça n'est plus édité. Oui, oui, oui. Mm. Oui. Ah ben c'est une drôle d'époque, hein. C'est pratiquement les plus mauvais qui sont les plus connus, hein. Et Paris était connu dans les écoles que vous alliez Ah ben visiter avec lui. il été très connu par Les contes de la rue Broca. D'accord. Et alors, il y avait des bruits qui circulaient sur lui, comme quoi il n'était pas recommandable, hein. Ah oui. Voilà, donc ça. Par rapport à la politique, en fait, Oui, c'est ça. c'est ça, Ouais. par rapport à la politique, et puis, enfin, c'était un drôle de coco. Oui. Voilà. Et, mais moi, je sais que il m'avait téléphoné avant qu'on se voit une fois, parce que on était tous les deux invités à un salon du livre, je ne sais pas où, à Meaux ou à Tartampion. J'y allais moi en voiture, donc il m'avait téléphoné pour me demander qu'on y aille ensemble. On ne se connaissait pas, hein. Ah oui, Mais, d'accord. mais enfin, il savait que j'y allais, donc il m'avait appelé. Et puis au dernier moment, il dit, oh, puis ça m'agace, non, je veux pas. Ouais. Mhm. C'était rasant, hein, de Ouais. faire des signatures avec des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils achètent. Ah oui, d'accord. Dans ces salons, c'est quelquefois un peu, vous savez, des signatures comme ça. Moi dans les salons, j'arrive je reste pas sans rien vendre, parce que je fais un petit dessin. Alors pour le petit dessin, les gens sont prêts à faire la queue pour avoir un petit croquis. Mais sinon, Gripari, là, il aurait peut-être fait un bide, hein. Ah oui, parce que lui, il dessinait un petit peu quand même parfois. Ouais. Ouais. Dans ses livres pour enfants, on voit un cheval. Il dessinait plutôt pas mal. Alors, moi, je ne sais pas du tout dessiner, mais il illustrait. C'était assez marrant. Ouais. Assez intime, hein. Il racontait sa jeunesse, sa mère, son homosexualité. Parce qu'il avait besoin de parler, pas de se confier, mais ça faisait partie. Enfin, il fallait que les choses soient claires, quoi. C'est ça, en fait. Je sais pas, dans une conversation, oui, il fait quelques confidences, comme ça. C'était un type très naturel, hein, vraiment bien, hein. Bien. Un peu touchant, hein. Oui, c'est ce que vous disiez, effectivement. Elle n'a pas dû rigoler quand il était enfant, hein. Ouais. Ni par son père, ni par sa mère, hein. Non, ça, il le raconte dans Pierrot la Lune, je ne sais pas si vous l'avez lu. Moi, vous me demandez, c'est mon préféré. Ah oui. Ouais. C'est un de ses plus. D'ailleurs, je pense que c'est le premier livre qu'il faut lire de lui, c'est celui-là. Oui. C'est vraiment. Et puis alors, un autre, son livre vraiment sur l'homosexualité. Histoire de prose. Oui. Ouais. Alors là, il faut reconnaître que, enfin pour moi, c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et c'est assez étonnant. Étonnant. Hein, et c'est pas le mauvais, hein, vraiment, un livre stupéfiant. Hein. C'est un livre aussi où il raconte au-delà de la sexualité, parce que c'est la suite de Pierrot la Lune, en fait. Il raconte son service militaire, etc.
Et puis là où je trouve que c'est un livre intéressant, c'est surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Il règle ses comptes avec tous les éditeurs de Paris qui l'ont mis sur une liste noire, quoi. Et là, il leur taille un costume pour l'hiver, l'été, pour toutes les saisons, pour l'éternité. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Ah, il n'a pas... ça n'a pas dû être simple. Tu as travaillé longtemps chez un notaire. Hein, oui, il a été, oui, absolument. Et puis après, il a fait des emplois de bureau. Ça ne devait pas être drôle, ça non plus. Hein, vraiment, on n'enviait pas. Hein. C'était une vie tout de même un peu... il prenait le parti de rigoler, de comme ça, un peu farceur, mais c'était pas... Mais il se définissait lui-même comme un pessimiste joyeux. Oui. C'est-à-dire qu'il avait, bon, oui. Malgré tout, il gardait une joie de vivre, quoi. Mais on sentait que c'était un petit peu, presque un peu forcé. Ah oui. Une volonté. Mais il a vraiment consacré toute sa vie à la littérature. Ah oui. Il s'est vraiment battu pour ça. Ben, tous ces métiers, c'est la même chose que la peinture. Il ne faut faire vraiment que ça. Que ça, ouais. Que ça. C'est un... J'ai un copain qui me disait là, un dîner, c'est une journée foutue. Le lendemain, quoi. Un dîner avec quelques personnes et tout. Le lendemain, on fera rien de bon. Hein. Oui, parce que vous avez du mal à vous remettre, vous êtes couché tard, vous avez bu, c'est ça en gros, quoi. On est fragile. Hein. Pierre Ripari le disait justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il disait dans une émission à Jacques Chancel en 78 que pour lui, aller signer des livres en banlieue ou aller rencontrer des enfants ou des lecteurs, c'était bon, il était très content de rencontrer des gens, mais il disait justement qu'il perdait une journée de boulot et que ça ne l'intéressait pas. Absolument. Ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Hein. Oui. Et moi, je le vis encore. Hein, oui. D'accord. Oui. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Philippe Dumas. Je crois qu'on a fait le tour. Ou vous voulez dire autre chose? Je vais vous offrir un autre café. Ben, merci, c'est très gentil. Et puis, merci beaucoup pour toutes ces confidences qui sont extrêmement précieuses.